Bonsoir les enfants. Allons vite retrouver notre ami Aladin et voir où c'est qu'il en est. Il y avait déjà plusieurs années qu'Aladin se comportait comme nous venons de le dire, quand le magicien se souvint de lui en Afrique et voulut savoir quelle avait été précisément sa fin. En examinant l'horoscope pour l'interpréter, le magicien découvrit qu'Aladin vivait sur Terre, dans une grande splendeur, puissamment riche, mari d'une princesse, honorée et respectée. Le feu lui en monta au visage. De rage, il dit en lui-même, ce misérable fils de tailleur a découvert le secret de la lampe. Dès le lendemain matin, il se mit en chemin. De ville en ville et de province en province, il arriva à la Chine, et bientôt dans la capitale du sultan dont Aladin avait épousé la fille. Il mit pied à terre et loua une chambre. Le lendemain, avant toute chose, le magicien africain voulut savoir ce que l'on disait d'Aladin. Comme il prêtait l'oreille à droite et à gauche, il entendit qu'on s'entretenait du palais d'Aladin. Il s'approcha et demanda ce que c'était que ce palais dont on parlait si avantagement. Jamais on n'a rien vu de si grand, de si riche, de si magnifique. Il faut que vous veniez de bien loin, puisque vous n'en avez pas encore entendu parler. Pardonnez mon ignorance, reprit le magicien africain. Je ne suis arrivé qu'hier de l'extrémité de l'Afrique. Celui à qui le magicien africain s'était adressé se fit un plaisir de lui enseigner le chemin pour avoir la vue du palais d'Aladin. Quand le magicien africain fut arrivé, il ne douta pas qu'Aladin ne se fût servir par la lampe pour faire bâtir ce château. Il savait bien que seuls les génies de la lampe sont capables de semblables merveilles. Jaloux du bonheur et de la grandeur d'Aladin, il retourna à son logement. Il s'agissait de savoir où était la lampe, si Aladin la portait sur lui, ou en quel lieu il la conservait. Il prit sa boîte carrée et son sable, qu'il apportait dans tous ses voyages, et l'opération achevée, il sut que la lampe était dans le palais d'Aladin. « Je l'aurai, cette lampe, dit-il, et je défie Aladin de m'empêcher de la lui enlever et de le faire descendre jusqu'à la bassesse d'où il a pris un si haut vol. » Le malheur pour Aladin voulut qu'il fût allé à la chasse pour 8 jours, et qu'il n'eut que 3 jours qu'il fût parti. Le magicien africain alla à la boutique d'un faiseur et vendeur de lampes pour lui commander une douzaine de lampes de cuivre. Le lendemain, il mit les lampes dans un panier, et avec ce panier au bras, il alla vers le palais d'Aladin. Quand il s'en fut approché, il se mit à crier « Qui veut changer de vieilles lampes pour des neuves ?» À mesure qu'il avançait, les passants riaient de sa bêtise à ce qu'ils imaginaient. Il faut, disait-il, qu'il ait perdu l'esprit pour offrir de changer des lampes neuves contre des vieilles. Il répéta si souvent la même chose devant le palais et alentour que la princesse Badroulboudour l'entendit. Mais comme elle ne pouvait distinguer ce qu'il criait, elle envoyait une de ses servantes pour voir ce que c'était que ce bruit. La femme esclave ne mit pas longtemps à remonter. Elle entra dans le salon avec de grands éclats de rire. « Princesse, dit la servante en riant toujours, qui pourrait s'empêcher de rire en voyant un fou avec un panier plein de belles lampes toutes neuves, qui demande non pas à les vendre, mais à les changer contre de vieilles. Ce sont les enfants qui font tout le bruit qu'on entend en se moquant de lui. À propos de vieilles lampes, dit une autre femme esclave, je ne sais si la princesse a pris garde qu'en voilà une sur la corniche. Si la princesse le veut bien, elle peut avoir le plaisir de savoir si ce fou l'est assez pour donner une lampe neuve en échange d'une vieille. La lampe dont la femme esclave parlait était la lampe merveilleuse dont Aladin s'était servi pour s'élever au point de grandeur où il était arrivé. Il l'avait mise lui-même sur la corniche avant d'aller à la chasse, dans la crainte de la perdre. La princesse Badroulboudour, qui ignorait que la lampe fût aussi précieuse qu'elle l'était, entra dans la plaisanterie, commanda un serviteur de la prendre et d'aller en faire l'échange. Il ne fut pas plutôt sorti du palais qu'il aperçut le magicien africain. « Donne-moi, lui dit-il, une lampe neuve contre celle-ci. » Le magicien africain ne douta pas que ce fût la lampe qu'il cherchait. Il ne pouvait pas y en avoir d'autre dans le palais d'Aladin, où toute la vaisselle n'était que d'or ou d'argent. Il la saisit en vitesse, et après l'avoir fourrée dans son habit, il lui présenta son panier et lui dit de choisir celle qui lui plairait. Le serviteur porta la lampe neuve à la princesse Badroulboudour, et les enfants firent retentir la place de plus grands éclats qu'ils n'avaient encore fait, en se moquant de la bêtise du magicien. Le magicien africain s'éloigna et posa le panier et les lampes au milieu d'une rue où il vit qu'il n'y avait personne. Il pressa le pas, fit quelques provisions et sortit de la ville.
Quand il fut dans la campagne, dans un lieu à l'écart, il attendit la tombée de la nuit. Alors il tira la lampe de son habit et il la frotta. À cet appel, le génie lui apparut. Que veux-tu lui demanda le génie. Me voilà prêt à t'obéir comme un esclave. Je te commande, reprit le magicien africain, qu'à l'instant même tu enlèves le palais d'Aladin, tel qu'il est, avec tout ce qu'il y a de vivant, et que tu le transportes avec moi en même temps dans un endroit de l'Afrique. Le génie, avec l'aide d'autres génies esclaves de la lampe, lui obéit en très peu de temps. Nous laisserons le magicien africain et le palais avec la princesse Badroulboudour en Afrique pour parler de la stupéfaction du sultan. Dès que le sultan fut levé, il ne manqua pas, selon son habitude, d'aller contempler, admirer le palais d'Aladin. Il regarda du côté où il avait coutume de voir ce palais, et il ne vit qu'une place vide, telle qu'elle était avant qu'on l'y eût bâtie. Il crut qu'il se trompait, il se frotta les yeux, mais il ne vit rien de plus que la première fois. Comment un palais aussi grand et aussi visible que celui d'Aladin qu'il avait vu le jour précédent avait-il pu disparaître du paysage? S'il s'était écroulé, les matériaux apparaîtraient en morceaux, et si la terre l'avait englouti, on en devinerait la trace. Il se retira enfin, et après avoir regardé encore derrière lui avant de s'éloigner, il commanda qu'on lui fît venir le grand vizir de toute urgence. « Sire, lui dit le grand vizir, l'empressement avec lequel votre majesté m'a fait appeler m'a fait juger que quelque chose de bien extraordinaire était arrivé. Comme tu le dis, et tu vas t'en rendre compte, dis-moi où est le palais d'Aladin. Le palais d'Aladin, sire? Je viens de passer devant, il m'a semblé qu'il était à sa place. Des bâtiments aussi solides que celui-là ne changent pas de place si facilement. Va voir, répondit le sultan, et tu viendras me dire si tu l'as vu. Le grand vizir alla voir, et il lui arriva la même chose qu'au sultan. Eh bien, as-tu vu le palais d'Aladin lui demanda le sultan. Sire, répondit le grand vizir, j'ai dit auparavant à votre majesté que ce palais avec ses richesses immenses n'était qu'un ouvrage de magie, mais votre majesté n'a pas voulu y faire attention. Le sultan entra dans une colère d'autant plus grande qu'il devait se rendre à l'évidence. Où est, dit-il, cet imposteur, ce scélérat que je lui fasse couper la tête? Va donner ordre à 30 de mes cavaliers de m'amener à Aladin. Les cavaliers partirent et ils rencontrèrent Aladin à 5 ou 6 lieues de la ville qui revenait de la chasse. Prince Aladin, c'est avec un grand regret que nous vous déclarons l'ordre que nous avons reçu du sultan de vous arrêter et de vous amener à lui en criminel. Cette déclaration fut un sujet de grande surprise à Aladin qui se sentait innocent. On lui passa aussitôt au cou une chaîne fort grosse et fort longue. Un cavalier prit le bout de la chaîne et mena Aladin qui fut obligé de la suivre à pied en direction de la ville. Aladin fut conduit devant le sultan accompagné du grand vizir. « Sire, dit-il en élevant la voix d'une manière touchante, je supplie votre majesté de vouloir bien me faire connaître mon crime. »« Ne le sais-tu pas, répondit le sultan. Viens jusqu'ici, je te le ferai connaître. » Quand Aladin se fut présenté, « Tu dois savoir où était mon palais. Regarde et dis-moi ce qu'il est devenu. » Aladin regarda et ne vit rien. Ces événements extraordinaires et surprenants le mit dans une confusion et dans un étonnement qui l'empêchèrent de pouvoir répondre un seul mot au sultan. Le sultan reprit, impatient. « Dis-moi donc, Aladin, où est ton palais et où est ma fille ?» Alors Aladin rompit le silence. « Sire, je vois bien, je l'avoue, que le palais que j'ai fait bâtir a disparu, mais je puis vous assurer que je n'y suis pour rien. »« Je me contrefiche de ce que ton palais est devenu, reprit le sultan. J'estime ma fille 1 million de fois davantage. Je veux que tu me la retrouves, autrement je te ferai couper la tête. »« Sire, reprit Aladin, je supplie votre majesté de m'accorder 40 jours pour y arriver, et si dans cet intervalle je n'y réussis pas, je lui donne ma parole que j'apporterai ma tête au pied de son trône. »« Je t'accorde les 40 jours que tu me demandes, lui dit le sultan, mais ne pense pas à m'échapper. En quelque endroit de la terre que tu puisses être, je saurai bien te retrouver. » Aladin s'éloigna du sultan dans une grande humiliation et dans un état à faire pitié. Il passa au travers des cours du palais la tête baissée, sans oser lever les yeux dans la confusion où il était. Aladin ne se reconnaissait pas lui-même. Sans penser à ce qu'il faisait, il demandait de porte en porte et à tout ce qu'il rencontrait si on n'avait pas vu son palais. Les gens les plus raisonnables furent véritablement touchés de compassion.
Aladin demeura 3 jours dans la ville, en allant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et en ne mangeant que ce qu'on lui présentait par charité. Enfin, comme il ne pouvait plus dans cet état rester dans une ville où il avait fait une si belle figure, il prit le chemin de la campagne. Dans une incertitude affreuse, il arriva enfin à l'entrée de la nuit au bord d'une rivière. Là, il lui prit une pensée de désespoir. Où irai-je chercher mon palais, pensa-t-il. En quelle partie du monde le trouverai-je, aussi bien que ma chère princesse que le sultan me demande. Jamais je n'y réussirai. Il allait se jeter dans la rivière, mais il glissa et se retint à un petit roc. Heureusement pour lui, il portait encore l'anneau que le magicien africain lui avait mis au doigt avant d'aller chercher la précieuse lampe qui venait de lui être dérobée. Il frotta cet anneau assez fortement contre le roc en se retenant, et dans l'instant, le génie lui apparut. Aladin, agréablement surpris par une apparition si peu attendue dans le désespoir où il était, lui dit « Génie, sauve-moi la vie une seconde fois, en m'enseignant où est le palais que j'ai fait bâtir, ou en faisant qu'il soit rapporté immédiatement où il était. » « Ce que tu me demandes, reprit le génie, n'est pas possible. Je ne suis esclave que de l'anneau. Adresse-toi à l'esclave de la lampe. S'il en est ainsi, repartit Aladin, je te commande donc par la puissance de l'anneau de me transporter jusqu'au lieu où est mon palais et de me poser sous les fenêtres de la princesse Badroulboudour. Tout cela se fit en un instant. Malgré l'obscurité de la nuit, Aladin reconnut fort bien son palais et l'appartement de la princesse Badroulboudour. Mais comme tout était tranquille dans le palais, il se retira un peu à l'écart, et comme il y avait 5 ou 6 nuits qu'il ne dormait point, il s'endormit au pied de l'arbre où il était. Le lendemain, il se rapprocha de l'appartement de la princesse en attendant qu'il fût jour chez elle, et qu'on pût l'apercevoir. Dans cette attente, il cherchait d'où pouvait être venue la cause de son malheur. Il ne pouvait s'imaginer qui était jaloux de son bonheur. Il l'eût compris, s'il eût su qu'il se trouvait alors en Afrique, mais le génie esclave de l'anneau ne lui en avait rien dit. Le seul nom de l'Afrique lui rappelait à la mémoire le magicien africain, son ennemi déclaré. La princesse Badroulboudour, depuis son enlèvement par l'artifice du magicien africain, l'avait traité si durement chaque fois qu'il n'avait pas encore osé se loger dans son palais. Quand elle fut habillée, une de ses servantes, en regardant au travers d'une fenêtre, aperçoit Aladin. Elle court aussitôt avertir sa maîtresse. La princesse, qui ne pouvait croire cette nouvelle, vient vite ouvrir la fenêtre. Aladin lève la tête, il la reconnaît et il la salue d'un air qui exprime l'excès de sa joie. « On est allé vous ouvrir la porte secrète, lui dit la princesse. Entrez et montez. » Il n'est pas possible d'exprimer le bonheur que ressentirent ces deux époux de se revoir après s'être crus séparés pour jamais. Après ces embrassements mêlés de larmes et de joie, ils s'assirent. « Princesse, dit Aladin, je vous supplie au nom de Dieu de me dire ce qu'est devenue une vieille lampe que j'avais mise sur la corniche du salon avant d'aller à la chasse. »« Ah, cher époux, répondit la princesse, je m'étais bien douté que notre malheur venait de cette lampe, et ce qui me désole, c'est que j'en suis la cause moi-même. »« Princesse, reprit Aladin, ne vous en attribuez pas la faute, elle est toute sur moi, mais faites-moi la grâce de me raconter comment les choses se sont passées et entre quelles mains la lampe est tombée. » Alors la princesse Badroulboudour raconta à Aladin ce qui s'était passé dans l'échange de la lampe vieille pour la neuve, et comment la nuit suivante elle s'était trouvée le matin dans ce pays inconnu d'Afrique. « Princesse, dit Aladin, vous m'avez fait deviner le traître en précisant que je suis en Afrique avec vous. Il est le plus perfide de tous les hommes. Je vous prie seulement de me dire ce qu'il a fait de la lampe et où il l'a mise. » « Il la porte dans son habit, enveloppée bien précieusement, reprit la princesse. « Ma princesse, dit alors Aladin, apprenez-moi, je vous en conjure, comment vous a traité cet homme aussi méchant et aussi perfide. »« Depuis que je suis en ce lieu, reprit la princesse, il ne s'est présenté devant moi qu'une fois chaque jour. Tous les discours qu'il me tient essaient de me persuader que vous ne vivez plus et que le sultan, mon père, vous a fait couper la tête. Il ajoute que vous êtes ingrat, que votre fortune n'est venue que de lui, et 1000 autres choses que l'on lui laisse dire. »« Princesse, interrompit Aladin, je crois avoir trouvé le moyen de vous délivrer de votre ennemi et du mien. Mais pour cela, il est nécessaire que j'aille à la ville. Je serai de retour vers midi. Donnez ordre qu'on m'ouvre la porte secrète au premier coup que je frapperai. » La princesse lui promit qu'on l'attendrait à la porte et que l'on serait prompt à lui ouvrir. Quand Aladin fut descendu de l'appartement de la princesse,
il aperçut un paysan qui prenait le chemin de la campagne. Il pressa le pas, et quand il l'eut rejoint, il lui proposa de changer d'habit. Aladin prit ensuite le chemin de la ville. Il arriva à l'endroit où chaque sorte de marchand et d'artisan avait sa rue particulière. Il entra dans celle des droguistes, et en s'adressant à la boutique la plus grande et la mieux fournie, il demanda au marchand s'il avait une certaine poudre qu'il lui nomma. Le marchand, qui s'imagina qu'Aladin était pauvre à le regarder par son habit, lui dit qu'il en avait, mais qu'elle était chère. Aladin tira sa bourse et en faisant voir de l'or, le marchand pesa la poudre, l'enveloppa et la remit à Aladin. Enfin, sans s'arrêter dans la ville que pour prendre un peu de nourriture, il revint à son palais. Princesse, dit-il, si vous voulez suivre mon conseil, habillez-vous dès à présent d'un de vos plus beaux habits, et quand le magicien africain viendra, recevez-le du meilleur accueil possible. Dites-lui que vous faites des efforts pour m'oublier et invitez-le à souper avec vous. Ajoutez que vous serez bien aise de goûter du meilleur vin de son pays. Il ne manquera pas de vous quitter pour aller en chercher. Alors, en attendant qu'il revienne, mettez dans un des gobelets la poudre que voici. Quand le magicien sera revenu et que vous serez à table, faites apporter le gobelet de vin où sera la poudre. Et, à peine l'aura-t-il vidé, que vous le verrez tomber à la renverse. Ces consignes données à la princesse, Aladin passa le reste de la journée aux environs du palais en attendant la nuit pour se rapprocher de la porte secrète. La princesse Badroulboudour se fit coiffer de la manière qui était la plus avantageuse et mit un habit le plus riche et le plus convenable possible. La ceinture dont elle se ceignit n'était que d'or et de diamants. Quand la princesse Badroulboudour consulta son miroir, elle vit qu'il ne lui manquait aucun des charmes qui pouvaient encourager la folle passion du magicien africain et attendit qu'il arrivât. Nous allons arrêter ici pour le moment, les enfants. Et bien sûr, si vous êtes bien sages, nous reprendrons la suite très vite. En attendant, passez une bonne nuit et faites de beaux rêves.